Il était une fois, ou plutôt, il n'y a pas si longtemps, mon mari et moi avons décidé de nous lancer dans une aventure. Pas un voyage exotique ou un nouveau hobby, mais quelque chose de beaucoup plus personnel et transformateur, une vie saine. L'idée venait de lui, ce qui m'a un peu surprise, car il a toujours été plus adepte des plaisirs culinaires sans culpabilité. Mais nous étions là, assis dans le salon, planifiant notre nouvelle routine, remplis d'enthousiasme. Je me souviens bien de l'éclat dans ses yeux, de la façon dont il gesticulait en parlant des bienfaits que nous en retirerions, de l'énergie renouvelée, de la disposition à faire tout ce dont nous avions toujours rêvé. Nos jours ont commencé à se transformer. Les matins, autrefois pressés et remplis de pain grillé et de café fort, ont laissé place à des smoothies verts et des œufs brouillés avec des légumes frais. L'odeur des épices envahissait la cuisine, et les casseroles bouillonnaient de soupe légère et de ragoûts de légumes. Cuisiner ensemble est devenu un rituel, une danse synchronisée entre couteau et planche à découper. Lui, avec son enthousiasme contagieux, m'encourageait toujours à essayer de nouveaux ingrédients, à oser les combinaisons, à faire de l'alimentation saine un plaisir, et non un fardeau. Les premiers résultats n'ont pas tardé à apparaître, surtout chez moi. Les vêtements ont commencé à devenir plus amples, le visage plus fin, et une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années est revenue faire partie de mon corps. Chaque compliment que je recevais, chaque regard plus attentif qu'il me dédiait, me remplissait d'une satisfaction indescriptible. Je me sentais plus confiante, plus vibrante, comme si j'avais découvert une meilleure version de moi-même. Il me complimentait toujours, disait que j'étais belle, que le régime me faisait beaucoup de bien. Mais pendant que je fleurissais, quelque chose d'étrange commençait à lui arriver. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'ai attribué cela à la phase d'adaptation du corps, au processus de désintoxication, dont nous entendions toujours parler. Il semblait plus fatigué, la peau un peu pâle, et ses yeux, qui brillaient auparavant avec tant d'intensité, avaient maintenant une légère teinte opaque. Il disait que tout allait bien, qu'il était normal de se sentir un peu faible au début, que le corps s'habituait à la nouvelle alimentation et éliminait les toxines accumulées par des années d'habitudes moins saines. Moi, bien sûr, je l'encourageais. C'est ton corps qui s'adapte, mon amour, disais-je, la voix chargée d'une fausse préoccupation. Bientôt, tu te sentiras plus énergique que jamais, tu verras. À l'intérieur, un sourire amer se formait. Je savais exactement ce qui se passait. Et chaque jour qui passait, chaque fois qu'il se sentait un peu plus faible, la vengeance que je préparais en secret, silencieuse et implacable, gagnait en force en moi. C'était un jeu dangereux, oui, mais que j'étais déterminée à jouer jusqu'au bout. La cuisine est devenue mon laboratoire privé. Pendant qu'il choisissait les légumes et assaisonnait les viandes maigres, je faisais, subrepticement, mes subtiles substitutions. Les suppléments vitaminiques, qui étaient autrefois soigneusement sélectionnés pour lui redonner de l'énergie, n'étaient plus que de simples placebos. De petites pilules d'apparence identique, mais dépourvues de tout bénéfice réel. Il les avalait avec la même confiance que toujours, sans la moindre méfiance, sans savoir qu'il ne prenait que du sucre compressé. À chaque dose qu'il prenait, un frisson me parcourait l'échine, non pas de regret, mais d'une étrange satisfaction. Toujours dans la cuisine, j'ajoutais un ingrédient secret à nos repas. Ce n'était pas une épice exotique ou un nouveau super-aliment. C'était quelque chose de beaucoup plus sinistre, un poison à action lente, à des doses si infimes qu'il serait impossible à détecter par le goût ou l'odorat. Une pincée ici, une goutte là, mélangée à la perfection dans les soupes, les sauces, même dans les jus qu'il buvait avec tant de plaisir. À chaque repas que nous préparions ensemble, pendant qu'il me complimentait sur la nourriture savoureuse et saine, je sentais un frisson. L'ironie était cruelle, mais délicieuse. Il restait ferme dans notre parcours d'exercice, même avec la fatigue évidente. Je l'observais à la salle de sport, soulevant des poids avec moins de vigueur, courant sur le tapis roulant à un rythme plus lent. Il suait, haletait, mais n'abandonnait pas. C'est le corps qui se désintoxique, répétait-il, faisant écho à mes propres mots. Et moi, avec un sourire d'encouragement sur le visage, je disais « C'est ça, mon amour. Force, tu y es presque. » Mon cœur battait à un rythme étrange. C'était l'émotion de la vengeance qui me poussait à poursuivre mon plan. Les nuits ont commencé à devenir plus silencieuses. Lui, qui avait auparavant une énergie débordante pour de longues conversations et des rires francs, s'endormait maintenant rapidement. Je l'observais dormir, sa peau de plus en plus pâle, ses traits plus marqués par la fatigue. Parfois, il toussait pendant la nuit ou se plaignait de légères douleurs qu'il attribuait à l'effort physique. Je le calmais, lui offrais des thés, et au fond de moi, je savais que chacun de ces symptômes était un petit pas vers mon objectif. L'insomnie, qui me tourmentait auparavant, était maintenant remplie par les détails de mon plan. Je me suis souvenu des mois qui avaient précédé tout cela.
La découverte de la trahison, un coup de poignard silencieux dont il n'a jamais su que je l'avais reçu. La douleur s'est transformée en un poison encore plus puissant que celui que j'administrais. C'était une blessure qui ne cicatrisait pas, et la seule façon de soulager l'agonie était de rendre la douleur, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais attendue. Ce régime, cette vie saine qu'il désirait tant, était l'outil parfait pour ma vengeance silencieuse. Et lui, dans son innocence, était le complice parfait de mon plan. Les mois s'écoulaient, et avec eux, mon observation s'aiguisait. Chaque toux, chaque pâleur, chaque soupir de fatigue de sa part était une note dans la symphonie de ma vengeance. En surface, je maintenais la posture de l'épouse dévouée et préoccupée, l'encourageant à ne pas abandonner, à croire au processus. Ce n'est qu'une phase d'adaptation, répétais-je, les mots sortant de ma bouche avec une facilité effrayante. Lui, avec la foi inébranlable qu'il avait toujours eue en moi, acceptait chaque conseil, chaque encouragement, sans se douter de la véritable intention derrière mes paroles. Il continuait à vanter mon dévouement à notre nouvelle vie. Il racontait à ses amis et à sa famille comment j'étais son inspiration, la force motrice derrière sa transformation. L'ironie était flagrante. Moi, qui me sentais plus désirée et plus belle, j'observais son corps s'étioler lentement, sa vitalité s'éteindre. Les veines saillaient sur ses mains, et les os de son visage devenaient plus proéminents. Mais pour le monde, nous étions le couple fitness, l'exemple de dépassement de soi, la preuve que la vie saine n'apportait que des bienfaits. Parfois, il posait des questions sur les suppléments, se demandant s'il n'était pas temps de changer de marque ou de dose. Moi, avec un air de profonde connaissance du sujet, je lui garantissais qu'ils étaient les meilleurs, que l'effet était lent, mais durable. Patience, mon amour, le corps a son propre rythme, disais-je, en échangeant les paquets vides des placebos contre de nouveaux, identiques, dans l'emballage. Il faisait entièrement confiance, et cette confiance était la base de mon jeu, le pilier qui soutenait toute ma mascarade. Nos dîners sont devenus une étude de contraste. Moi, vibrante, je mangeais avec plaisir mes portions contrôlées de nourriture nutritive, sentant l'énergie parcourir mon corps. Lui, souvent, ne faisait que picorer sa nourriture, se plaignant d'une légère nausée ou d'un manque d'appétit. J'assistais pour qu'il mange, lui offrant une autre cuillère de soupe ou un autre morceau de viande. « Tu dois te nourrir, mon chéri, pour avoir des forces, » disais-je, d'un ton doux, presque maternel. Et à chaque repas, la dose subtile était ajoutée, assurant la continuité de mon plan. L'image que nous projetions au monde était celle d'un couple heureux et sain, unis dans un objectif commun. Personne ne se doutait de l'obscurité qui se cachait sous la surface brillante. Personne ne voyait les yeux qui observaient, les doigts qui manipulaient, l'esprit qui calculait chaque pas. C'était ma vengeance silencieuse, un chef-d'œuvre de manipulation exécuté à la perfection. Et le secret, gardé sous clé, était mon plus grand atout, le carburant qui me maintenait ferme dans mon dessein. Sa faiblesse était désormais palpable. Les promenades au parc étaient devenues traînantes, et il avait besoin de plus de temps pour se remettre de tout effort. Je le voyais s'allonger sur le canapé juste après le dîner, épuisé, tandis que j'avais encore beaucoup d'énergie pour ranger la cuisine et planifier le lendemain. Parfois, il demandait à sauter l'entraînement, ce qui était impensable pour lui au début de notre parcours. Je simulais une légère déception, mais à l'intérieur, je ressentais une pointe de satisfaction. C'était la preuve que mon plan fonctionnait, et fonctionnait bien. Sa peau, autrefois bronzée par les promenades en plein air, était maintenant terne, presque grisâtre. Ses lèvres, desséchées, et ses yeux, cernés de profonds cernes, dénonçaient l'épuisement qu'il tentait de dissimuler. Amis et famille commençaient à le remarquer. Ils demandaient s'il était malade, si le régime n'était pas trop. Moi, avec un sourire rassurant, je garantissais que ce n'était qu'une phase, que le corps s'adaptait, et que bientôt il serait de retour en pleine forme. Mes paroles étaient un bouclier, protégeant la vérité derrière chaque symptôme. Il a commencé à avoir de légers vertiges, surtout en se levant rapidement. À quelques reprises, il a ressenti des douleurs aiguës dans la poitrine, qu'il attribuait à l'anxiété ou à une mauvaise posture. Je l'emmenais chez le médecin pour des examens de routine, et les résultats revenaient toujours dans une normalité acceptable, sans rien qui n'indique un problème grave. Les médecins attribuaient la fatigue au stress du travail et à l'intense routine d'exercice et de régime. J'écoutais chaque diagnostic avec un soulagement silencieux, sachant que la discrétion du poison était ma plus grande alliée. Pourtant, il persistait. Sa volonté était impressionnante, même si son corps dépérissait. Il disait qu'il ne voulait pas me décevoir, que j'étais sa grande inspiration. Cette dévotion me causait un étrange mélange de sentiments. D'un côté, une pointe de culpabilité presque imperceptible, rapidement noyée par le souvenir de la douleur de la trahison. De l'autre, une satisfaction perverse à voir sa persévérance s'évanouir avec sa santé,
sans qu'il ne sache la véritable raison de sa détérioration progressive. Les nuits sont devenues plus agitées pour lui. Il se réveillait fréquemment, se plaignant de frissons, de sueurs nocturnes et d'insomnie. Je lui offrais du thé, de l'eau, et parfois, un confort purement superficiel. Pendant qu'il se tournait et se retournait dans son lit, cherchant une position confortable, je revivais en silence le moment de la découverte de la trahison. Chaque détail, chaque mot, chaque image. La douleur était un carburant qui me poussait à aller de l'avant, à maintenir la façade, à m'assurer qu'il paierait, silencieusement et lentement, pour la blessure qu'il avait infligée à mon âme. Sa perte de poids était désormais visible pour tous. Les os de sa clavicule saillaient, et ses vêtements, qui lui allaient bien auparavant, pendaient sur son corps. Il s'efforçait de garder son sang-froid, de montrer qu'il allait bien, mais l'énergie qu'il déployait pour cette mascarade était épuisante. Je voyais l'effort dans ses yeux, la façon dont il essayait de garder un sourire, même quand la faiblesse l'abattait. Et moi, en silence, j'observais la progression de mon plan, sentant presque le goût de la victoire dans ma bouche. Il a commencé à avoir des difficultés à se concentrer au travail. Petites erreurs, lapsus de mémoire et une lenteur de réaction qui n'existaient pas auparavant. Je le voyais frustré, essayant de comprendre ce qui arrivait à son propre corps et à son esprit. Il attribuait tout à la fatigue, au stress accumulé. Et moi, avec un air de compassion, je lui suggérais de prendre quelques jours de congé, de se détendre. Mes conseils étaient comme un doux poison, déguisé en soins, mais conçus pour accélérer son déclin. Les visites chez le médecin sont devenues plus fréquentes, mais sans diagnostic concluant. Les analyses de sang montraient de légères altérations, attribuées à des carences nutritionnelles légères, malgré notre régime sain. Les médecins suggéraient plus de vitamines, plus de repos, mais rien qui n'expliquait réellement la détérioration progressive. J'acquiesçais, l'air préoccupé, tandis qu'à l'intérieur, je connaissais la vérité derrière chaque résultat non concluant. C'était la subtilité de ma vengeance en action. Nos conversations sont devenues unilatérales. Il parlait de moins en moins, sa voix plus faible, son attention dispersée. Je maintenais le dialogue, je parlais de ma journée, de nos projets, de l'importance pour lui de prendre soin de lui. Il répondait par des monosyllabes ou se contentait de hocher la tête. L'homme vibrant et plein de vie que je connaissais s'éteignait lentement, et c'était la partie la plus cruelle et, en même temps, la plus satisfaisante de mon plan. La vengeance, après tout, exige des sacrifices, et sa santé mentale était un prix que j'étais prête à payer. Dans ces rares moments de lucidité, il me remerciait pour mon soutien inconditionnel. Il disait que j'étais la seule à le comprendre, à être à ses côtés dans un moment si difficile. Cette gratitude, paradoxalement, me procurait une sensation de pouvoir encore plus grande. Il me remerciait pour quelque chose que je lui causais moi-même. Et à chaque mot de tendresse, à chaque faible contact de sa main, je me souvenais de la trahison, de l'humiliation, de la douleur qu'il m'avait fait ressentir. Et ce souvenir était le feu qui alimentait la flamme de ma vengeance. Les jours se sont transformés en un brouillard épais pour lui. Il y avait des moments où il pouvait à peine se lever du lit, la faiblesse s'emparant de son corps. Moi, en revanche, je ressentais une vitalité croissante. Ma peau était plus radieuse, mes cheveux plus forts, et une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps me poussait. C'était comme si la vie qui s'échappait de lui était absorbée par moi, un échange macabre et silencieux. Je l'aidais à manger, à s'habiller, à aller aux toilettes, jouant le rôle d'infirmière dévouée, tandis que la vérité se cachait dans chaque acte de soin. Ces mots se firent rares, des murmures presque inaudibles. Il me regardait avec des yeux qui semblaient demander quelque chose, peut-être une réponse, peut-être juste une fin. Je m'approchais, lui caressais ses cheveux clairsemés, et lui murmurais des mots d'encouragement vides, des promesses de rétablissement que je savais ne jamais se concrétiser. À chaque regard vide qu'il me lançait, l'image de la trahison revenait avec plus de force, s'ancrant dans mon esprit, solidifiant la certitude que je faisais ce qui était nécessaire, ce qui était juste. Les médecins, finalement, ont commencé à parler de maladies rares, de maladies dégénératives, sans cause apparente. Ils suggéraient des hôpitaux spécialisés, des investigations plus approfondies, mais ils n'avaient déjà plus de force pour cela. J'acquiesçais à tout, disant que nous ferions ce qu'il fallait, tandis qu'à l'intérieur, je savais que le temps s'épuisait. Personne ne se douterait jamais de mon rôle dans cette histoire, de ma vengeance silencieuse et méticuleusement planifiée. J'étais l'épouse dévouée, la victime de la fatalité, et c'était ma plus grande victoire. Dans ces derniers jours, sa lucidité revenait par de brefs éclairs. Il y eut un moment où il me serra la main avec une force surprenante, me regarda profondément dans les yeux et murmura « Merci, pour tout ». Un frisson me parcourut l'échine. C'était de la gratitude dans ses yeux, pas de la méfiance.
Et à ce moment-là, pendant une seconde fugace, une pointe de regret m'atteignit, mais elle fut rapidement écrasée par le souvenir du passé, de la douleur qu'il m'avait causée, de la vie qu'il avait failli détruire. Le prix de la vengeance était sa vie, et ma paix était le profit. Et ainsi, le rideau de notre régime de couple s'est refermé. Il est parti, sereinement, sans connaître la véritable raison de son déclin. Et moi, libéré de l'amertume qui me rongeait, j'ai commencé à reconstruire ma vie. La maison était silencieuse, mais une sorte de paix sombre s'était installée. La vengeance, après tout, n'apporte pas le bonheur que l'on attend, mais elle apporte une sorte de soulagement, un silence à la tempête qui faisait rage en moi. Et le secret, celui-là, je le garderai avec moi pour toujours, un lien indéfectible avec l'histoire de la façon dont le régime de couple est devenu ma rétribution silencieuse et implacable.